et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire de ce vendredi 13 décembre. La commune de Poissy accueille le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. La présentation a été faite cette semaine. L'Académie de Versailles a lancé lundi son plan pour la laïcité à l'école, formation et accompagnement du personnel et promotion de ces valeurs de la République aux élèves. La rectrice Charline Avenel nous le présentera. Des caméras piétons pour les pompiers, les premières conclusions de l'expertise de l'incendie du SIAP et une récompense pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous ferons notre tour hebdomadaire de l'actualité dans votre département. Le projet est attendu par les supporters du PSG depuis de nombreuses années. Le futur centre d'entraînement va enfin voir le jour. Le site, avec tous les équipements dernière génération, sera construit sur la commune de Poissy. La présentation a été faite mercredi. Les détails avec Mickaël Elmidoro. C'était l'un des moments phares du salon de l'immobilier d'entreprise. Le Paris Saint-Germain a présenté ce mercredi 11 décembre son futur centre d'entraînement. Le site sera implanté sur le nord de la commune de Poissy, à 25 minutes du Parc des Princes. D'abord, c'est un projet qui valorise le territoire avant de valoriser la seule ville de Poissy. Avoir le Paris Saint-Germain sur 75 hectares avec 1000 emplois pendant la durée des travaux, 2 millions d'euros de taxes annuelles pour la communauté urbaine, oui, c'est juste exceptionnel. Il faut bien comprendre qu'une marque comme le PSG, savoir qu'elle est là, implantée dans les Yvelines, aura un retentissement international. C'est une publicité à 0 €. Donc c'est quelque chose de formidable. Le site est encore un terrain vague, mais les fouilles archéologiques ont débuté. Les premiers travaux seront, eux, visibles au printemps. À terme, le centre comprendra des équipements ultramodernes avec un dojo, un terrain de handball, un stade de 5000 places et 17 terrains de football, dont un couvert. On n'a pas forcément cette ambition. On va tâcher d'être dans les meilleurs. C'est notre volonté d'être dans les meilleurs. Donc, on a un travail qu'on a réalisé en toute humilité. Il y a encore des très grands clubs qui sont présents. On fait partie des très grands clubs. On va tâcher d'être le meilleur. La livraison définitive est à l'heure actuelle programmée pour l'été 2022. Le coût total des travaux devrait avoisiner les 220 millions d'euros. Le 9 décembre, c'était la journée nationale de la laïcité. À cette occasion, l'Académie de Versailles a lancé son nouveau plan pour la laïcité à l'école. Charline Avenel, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles. Alors concrètement, pourquoi ce plan ? Ce plan, il est là d'abord parce que la laïcité est quelque chose de très important. C'est le bien le plus précieux de la République et de l'école. À quoi ça sert au fond la laïcité à l'école ? Eh bien, ça sert à permettre la liberté de conscience de tous les enfants, leur permettre d'apprendre de manière libre, en ayant le droit de croire, de ne pas croire. Et puis surtout, c'est un puissant ferment de la vie en commun. Donc au fond, la laïcité, c'est ce qui permet à la fois d'être libre et de vivre en communauté. Donc c'est la raison de son importance. Alors, il y a 3 grands plans dans ce plan, 3 grands points, on va y arriver. Une formation renforcée du personnel, une équipe valeurs de la République pour accompagner au quotidien, la laïcité abordée dans les classes au sein des programmes et même au sein d'activités. Comment cela va-t-il se dérouler ? Alors, vous avez cité en effet les grands points du programme. Le premier élément, c'est la formation. Nos élèves ont besoin d'enseignants, d'adultes, de directeurs d'école qui soient formés. Mais formés, ça ne veut pas seulement dire être au fait de l'état du droit, qui est par ailleurs parfois un petit peu compliqué à appréhender. Il faut connaître le droit, connaître les règles, et puis par ailleurs, il faut pouvoir très concrètement se représenter les choses. Que fait-on si, par exemple, quelqu'un tracte à l'entrée d'une classe du prosélytisme sur un sujet. Voilà, donc il s'agit vraiment d'avoir des éléments à la fois théoriques et très très concrets. Le deuxième élément, eh bien, il s'agit d'avoir une équipe qui est déjà en place, qui est déjà au travail, auprès de tous les intervenants, de tous les personnels, pourquoi pas des familles, s'ils ont des questions, s'ils ont des faits à remonter. Et donc ceci appelle, et il y a une équipe qui est disponible en permanence pour résoudre les situations les plus délicates et puis parfois donner des conseils sur la manière de nouer le dialogue avec les personnes concernées. Et enfin, qui est dans cette équipe ? Dans cette équipe, il y a des référents de l'académie, des inspecteurs, des directeurs d'établissements. Donc il y a une quinzaine de personnes qui sont prêts à répondre, qui sont à la fois à l'échelle académique et à l'échelle départementale, au plus près du terrain. Et donc ce sont des personnes qui sont formées et à même de répondre à ces questions. Et le troisième point, c'était la laïcité dans les classes.
La laïcité dans les classes, alors en effet cette semaine c'était la journée de la laïcité, j'ai pu voir ce que portaient nos professeurs dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je suis allée à Arpajon voir quelque chose d'absolument magnifique, que les élèves avaient fait une exposition sur la laïcité dont ils étaient vraiment capables d'expliquer les fondements, le fonctionnement, avec beaucoup de richesse. Par exemple, à Versailles, l'école des Condamines a fait un arbre de la laïcité, a fait des chansons sur le sujet. Donc voilà, ça vient compléter les enseignements qui sont de toute façon prévus dans le cadre des programmes scolaires. Et c'est important parce que ce sont à ce moment-là les élèves qui très souvent se saisissent eux-mêmes de ces sujets et sont les meilleurs ambassadeurs de la laïcité. Alors, un chiffre, 65 atteintes au principe de laïcité signalées en 2018-2019. Qu'est-ce qu'une atteinte au principe de laïcité ? Alors, une atteinte au principe de laïcité, ça peut être des faits très divers. Ça peut être, par exemple, une jeune fille qui rentre dans une école et qui refuse d'enlever son voile. Ça peut être, par exemple, une difficulté pour aller à l'enseignement de gymnastique parce que ça n'est pas cohérent avec ses propres croyances et c'est quelque chose de difficile pour la personne. Ça peut être, par exemple, le fait de tracter pour une aumônerie dans un lycée. Au fond, c'est tout acte qui contrevient à la laïcité parce qu'il est un acte de prosélytisme au sein de l'école. Et pourquoi l'Académie de Versailles a souhaité parler de ce sujet et lancer un plan ici ? Alors d'abord, c'est une des priorités nationales. Faire vivre la laïcité, c'est une très bonne manière d'avoir un climat social, un climat serein, un climat scolaire serein, et c'est ce qui fait réussir nos élèves. Donc c'est à la fois une dimension nationale, une priorité nationale, et puis parce que j'ai considéré que, notamment sur le volet de formation, nos enseignants avaient vraiment besoin d'être confortés dans leur pratique professionnelle et sur les formations. En termes de calendrier, ça commence quand et ça va continuer combien de temps ? Alors l'équipe laïcité, je l'ai déjà dit, elle est déjà en place. Les événements dans les écoles, ils ont déjà lieu et on en a eu vraiment de jolis exemples cette semaine. La formation, ça va commencer dès le début d'année, dès le mois de janvier. On va commencer par former les formateurs pour qu'eux-mêmes puissent se répartir ensuite et former les directeurs d'école, les inspecteurs, les enseignants tout au long du semestre qui arrive. Alors nous allons changer de thématique pour aborder la mobilisation contre la réforme des retraites dans l'enseignement. Le plus gros de la mobilisation s'est tenu le 5 décembre avec des pourcentages de grévistes conséquents dans l'académie, 55% dans les écoles, 53% dans les collèges, 37% dans les lycées généraux et technologiques et 23% dans les lycées professionnels. Ce même jour, un groupe d'une vingtaine d'enseignants s'est mobilisé à Guyancourt devant la direction académique des Yvelines, un lieu symbolique pour montrer leur désaccord avec le projet de loi. Et mardi matin, un rassemblement s'est déroulé devant les locaux de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. À l'appel d'une interorganisation, une quinzaine d'étudiants, de professeurs et de personnel de l'établissement étaient mobilisés contre le projet de loi, mais aussi contre la précarité étudiante. Ces personnes se sont ensuite rendues devant l'UFR des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux, où l'UVSQ votait son adhésion en tant que membre à l'université Paris-Saclay. Propos recueillis par Michael Elmidereau et Patrick Jacques de Dixmude. La fonction publique est directement impactée par ce projet de réforme, puisqu'effectivement sur le calcul des pensions, il va y avoir une différence très importante qui est estimée à moins 20% par rapport au système actuel et que par ailleurs nous on subit aussi un projet de loi de transformation de la fonction publique qui va complètement redéfinir les modalités de représentation mais aussi le principe, les missions du service public. Alors l'UVSQ, dont certaines filières ont reporté certains examens à cause des grèves. Charline Avenel, quelle est la situation actuelle en termes de manifestations et les prévisions à venir? Je parle notamment du mardi 17 décembre. Alors vous avez cité les chiffres de la grande journée de grève, aux alentours de 50% dans le premier degré, avec du système minimum d'accueil qui a pu être le plus possible être mis en place. On a été sur la deuxième journée de grève plutôt aux alentours de 10%. Voilà. La semaine prochaine, il est difficile de se prononcer, mais nul doute qu'on aura là aussi de la grève. Et puis surtout des enseignants qui sont mis en difficulté pour rejoindre parfois leur établissement. Comment on gère ces mobilisations au sein de l'académie ?
Alors, il y a le service minimum d'accueil qui se fait au gré d'un dialogue avec les mairies, qui marche sur l'ensemble du territoire. On essaye de donner le plus possible d'informations à l'échelle de l'établissement pour les parents, pour qu'ils sachent quelle est la situation. Et puis nous, on est en situation évidemment de pouvoir réagir à chaque situation qui serait un peu plus complexe à gérer au sein de l'académie. Et c'est dans ce contexte que les élèves de première se préparent à affronter les épreuves communes du contrôle continu du baccalauréat de nouvelle formule. C'est cette dernière thématique que je souhaiterais aborder avec vous, Charline Navenel. Pour rappel, suite à la réforme du bac, les épreuves terminales comptent pour 60%, les épreuves communes de contrôle continu 30% et les bulletins de première et terminale 10% de la note finale du bac. Et ces épreuves communes débutent en janvier. Comment cela va-t-il se dérouler ? Ça va bien se dérouler. Ça va bien se dérouler parce que d'abord l'ensemble de la réforme du lycée apporte beaucoup aux enseignants et aux élèves. L'offre de formation est très riche sur l'académie et dans les Yvelines en particulier. Les familles s'en sont saisies. Les enseignants sont, je crois, globalement satisfaits de leur emploi du temps de la rentrée. Donc tout se déroule pas à pas et tout se déroule plutôt bien parce que cette réforme, elle est très, très, très accompagnée. Ça va être le cas et c'est le cas également pour les épreuves dites de contrôle continu qui vont compter pour 30% de la note du baccalauréat. Alors évidemment, c'est une transition. C'est une transition pour les enseignants qui avaient l'habitude d'avoir leurs copies, de les amener dans leur cartable, de corriger ces copies là où ils pouvaient. Et on leur demande d'utiliser des outils qu'ils ne connaissent pas. Donc on les accompagne et on ira à leur rencontre vraiment avec les outils pour qu'ils ne soient pas mis en difficulté et qu'ils puissent profiter de ce qui va quand même constituer pour eux une modernisation vraiment importante. Et puis pour les élèves, eh bien là aussi c'est une transition. Donc j'ai pu constater par exemple en allant au lycée de Marly-le-Roi que les élèves étaient souvent un peu stressés de ces épreuves continues. Ils savent pas tellement comment ça va se passer, mais je crois que leurs professeurs les accompagnent, leur montrent de quelle nature vont être les épreuves, les y préparent. Et puis là aussi pour les élèves, une fois qu'ils auront passé ces épreuves continues, ils auront accès à leurs copies a posteriori qu'ils pourront reconsulter. Donc voilà, je crois qu'une fois qu'on aura fait cette première session et vraiment en l'accompagnant très très vivement, chacun pourra y trouver un grand bénéfice. Pour conclure, les établissements y sont prêts ? Les établissements, ils sont prêts. On a des chefs d'établissement qui sont exceptionnels, qui sont en situation de pilote pédagogique de cette réforme, de sa mise en œuvre. Tout le monde est accompagné et formé. Donc nous serons prêts collectivement. Voilà, c'est une entreprise collective, mais j'ai confiance. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Charline Navenel d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes rectrice de l'Académie de Versailles. On passe au reste de l'actualité de la semaine. Quelques semaines après la fin du Grenelle des violences conjugales, le journaliste de TV78 Grégory Canalé a recueilli le courageux témoignage d'une femme victime de violences. Elle est actuellement hébergée par une association et se reconstruit. Je vous laisse écouter son témoignage. J'ai commencé, quand je commence le travail, ça me donnait un petit peu courage et je commençais à parler avec les gens. Mais 2019, le mois de juillet, il y a des violences qui m'a tapé avec la porte de la voiture dans l'arrêt. Et c'est le maire qui m'a trouvé par terre dans le cas là. Je crois que c'est lui qui m'a encouragée. En fait, c'est pas lui personnellement, mais c'est la chef de la cabine qui m'a donné un numéro. Il a appelé une association et j'ai raconté ma situation. Et aussi, pendant que j'étais dans l'ambulance, il y a un policier qui est monté dans l'ambulance et m'a dit « Madame, il faut porter plainte parce que cette fois-ci, il t'a envoyé à l'hôpital, la prochaine fois, ça va être cimetière. » L'intégralité de ce témoignage est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Et n'oubliez pas le numéro d'écoute gratuit, le 3919. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'avait annoncé en juillet 2019. L'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions. 12 services d'incendie et de secours se sont portés candidats à la phase d'expérimentation, dont le SDIS 78. Reportage de Manon Varaldo et Mathilde Demey.
Les sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours des Yvelines ont fait l'acquisition de 26 caméras piétons. Elles sont déployées dans 7 centres d'incendie et de secours du département, dont la caserne de Versailles. Ce dispositif expérimental est une première dans les Yvelines. Il y a un certain nombre de territoires dans les Yvelines où les pompiers sont peut-être parfois davantage victimes de prises à partie personnelle. Cette caméra piéton est un outil de lutte et de prévention contre les agressions de sapeurs-pompiers en intervention. Elles ont augmenté de 213% en 10 ans. L'objectif, c'est de ramener le calme, de dissuader, d'éviter de se faire agresser en essayant de faire en sorte que l'individu qui vous menace ou qui vous agresse verbalement, voire qui vous agresse physiquement, évite de le faire du fait qu'il va savoir qu'il va être filmé. Les images et sons seront conservés pendant 6 mois. Les caméras piétons d'une autonomie de 12 heures seront portées par un membre d'équipage qui pourra opérer au déclenchement sur sa propre initiative. Si maintenant l'agent donc par erreur appuie, la caméra ne se déclenche pas. Par contre, lorsqu'il appuie 2 fois, c'est pour confirmer en fait compte les installations délicates. Donc ça pour nous c'est très intéressant. Ces caméras permettront la collecte de preuves pour identifier et poursuivre les auteurs de l'agression, mais aussi améliorer la formation des agents par les captations. Pour certains pompiers, elle a avant tout un rôle de dissuasion. C'est quelque chose de rassurant pour notre sécurité. Cette phase d'expérimentation des caméras piétons durera jusqu'en février 2022. Les pompiers qui seront présents en plateau du 7-8 Journal lundi pour nous parler des dangers domestiques en période de Noël. 6 mois après l'incendie du Siap, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire s'est rendue sur le site sinistré. Elle a pu constater les dégâts et prendre connaissance des avancées des différents audits lors d'une commission de suivi organisée par la préfecture des Yvelines. Reportage de Nicolas Dandry. Des débris, des escaliers, des murs en ruine, les dégâts causés par l'incendie de la station d'épuration d'Acher le 3 juillet dernier, plus précisément sur l'usine Seine-Aval de Saint-Germain-en-Laye du Siap, chargée de traiter les eaux usées. 6 mois plus tard, les premiers éléments émergent suite aux expertises sur les causes de ce sinistre. Sur 2 cuves qui étaient en maintenance, une cuve plus particulière est visée, donc 4 causes possibles différentes, tous d'origine électrique. Donc on va patienter le temps que l'expert de l'assurance puisse aller au bout de sa mission. Actuellement, une installation provisoire fonctionne pour traiter les eaux usées. Pour comprendre et tirer les conséquences, 3 audits sont en cours. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est venu constater les dégâts et échanger avec les parties prenantes. On a lancé de façon très sérieuse toutes les procédures permettant d'aller au bout des causes et au bout de l'amélioration des mesures de précaution et de prévention. Après, il manquait un plan de prévention et d'information des habitants qui sera validé d'ici quelques jours, probablement d'ici la fin de l'année. Et du coup, ça permettra d'engager une discussion plus structurée avec les riverains sur quoi faire. Il faut prévenir et mettre tout en œuvre pour que les mesures préventives de sécurité empêchent totalement, je dirais, une catastrophe. C'est là-dessus véritablement qu'il faut mettre le paquet pour éviter que l'on passe au niveau PPI, c'est-à-dire que c'est trop tard. Une nouvelle réunion de suivi doit avoir lieu fin janvier, début février avec les premiers résultats des audits, avec peut-être les raisons de cet incendie sur ce site industriel. À Montigny-le-Bretonneux, le personnel de la petite enfance était en grève lundi. Une quarantaine de personnes s'est réunie dans la matinée devant l'hôtel de ville à l'appel de la CFDT. Leur revendication, plus de personnel. Selon les grévistes, le manque d'effectifs conduirait à des conditions de travail difficiles, des agents au bord du burn-out, la sécurité des enfants qui ne serait pas assurée de manière optimale. De son côté, la mairie ne conteste pas le manque d'effectifs, mais accuse un déficit de recrutement lié à une pénurie sur le secteur de la petite enfance depuis 2 ans en Île-de-France. Elle indique que 80 commissions de recrutement ont donné lieu cette année à 31 embauches. Une délégation syndicale a été reçue par le maire. Elle estime avoir été écoutée, mais n'est pas satisfaite pour autant des propositions de la municipalité. Une nouvelle action est en réflexion. La loi gaspillage et économie circulaire présentée le 27 septembre a été adoptée. Elle est actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines, était la chef de file d'une réunion autour de cette loi. Elle a notamment abordé les déchets et le plastique avant de se rendre sur le terrain. Reportage de Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines et rapporteure de la loi gaspillage et économie circulaire, a organisé une réunion autour de cette loi adoptée au Sénat et examinée à l'Assemblée nationale. Une loi autour d'un certain nombre de dispositifs qui concernent plus spécifiquement les élus locaux et les territoires en premier chef.
Ce sera essentiellement autour, bien évidemment, des déchets et des dépôts sauvages, puisqu'on a un vrai sujet dans notre département, mais également sur tout ce qui concerne les plastiques en hors foyer, les usages que l'on fait. Selon les régions, nous n'avons pas toujours le même code couleur pour les poubelles. Le texte permettra d'uniformiser cela, un objectif partagé. Il ne s'agira pas pour les collectivités d'investir dans de nouvelles poubelles parce que vous imaginez le coût. Donc, l'idée, c'est de trouver un code qui soit partagé par nous tous et qui soit le même dans toute la France. Martha de Cidrac est revenue sur les bouteilles en plastique et le logo inscrit dessus, le point vert. Les usagers pensent en grande majorité qu'il signifie que le produit acheté est recyclable. C'est faux. Il ne faut pas induire nos consommateurs en erreur, il faut leur donner la bonne information et c'est le sens du deuxième logo dont on a parlé ce matin qui est le Triman et qui vous stipule très clairement si un produit doit être trié et donc potentiellement recyclé derrière. Martha de Cidrac s'est rendue à l'usine France Plastique de recyclage de Limay où sont reconnaissables des bouteilles de notre usage quotidien. Le recyclage des produits de consommation courante, c'est un des volets de la loi gaspillage et économie circulaire. Ces plastiques vont évidemment être introduits dans l'installation qui est à côté de nous, qui vont subir tout un process qui, de déchets plastiques tels que nous le voyons ici, vont devenir en fait des paillettes qui vont être incorporées dans des produits finis et qui vont de nouveau être réinjectés dans le commerce. Le but, avoir une durée pour ces produits la plus longue possible en les réintroduisant de nouveau dans une filière qui n'est pas forcément celle du produit d'origine. Le gouvernement affiche un objectif de 100% de plastique recyclé pour 2025. Une cérémonie de don d'ordinateurs, premier événement du genre organisé lundi par le Conseil départemental des Yvelines à Versailles. La collectivité a souhaité mettre en valeur des élèves méritants. 85 collégiens issus des réseaux d'éducation prioritaire ont reçu des ordinateurs portables qu'ils pourront garder pour la suite de leurs études. Des élèves de 6e et de 5e des collèges de Carrière-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Limay, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Sartrouville et Trappes. Les témoignages au micro de Manon Varaldo. Pour choisir les enfants, nous nous en sommes adressés directement aux principaux des collèges concernés. On leur demande de choisir les élèves particulièrement méritants, que ce soit par leur comportement, leur participation à la vie citoyenne, par leur progression, des élèves qui méritent d'être récompensés, encouragés. Je suis content et on m'a dit que je le méritais, donc je suis encore plus content. Dans ce état-là, y a des gens qui pensent à nous. Quand on fait tous nos efforts, je vais bien travailler sur ça, je vais faire des exposés. Et ça va beaucoup m'aider pour l'année prochaine et pour mon avenir. Je suis choquée, je ne pensais pas cette année que j'aurais eu ce cadeau-là. Autre cérémonie, cette fois au sein du CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. 3 jours d'événements au Palais des Congrès à Paris. Saint-Quentin en Yvelines y a reçu un prix, celui de l'innovation urbaine, une récompense interdépartementale remise par les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Cette distinction souligne le travail du territoire sur les déploiements numériques dans les structures scolaires. On écoute le président de l'agglomération au micro de Mickaël Elmidoro. C'est certainement en France la première fois que 12 villes s'associent pour transformer leur école à un niveau aussi élevé. Je vous rappelle qu'on améliore le plaisir d'apprendre avec cette méthode et on améliore le plaisir d'enseigner pour les profs. Et en fait, on augmente la confiance en soi des enfants, on augmente la créativité chez les enfants et leur autonomie. Un peu de sport avec une équipe à suivre. Après sa victoire au 8e tour de la Coupe de France face à Vire dimanche dernier, le tirage au sort a désigné Granville comme futur adversaire pour ce 32e de finale. Le match aura lieu début janvier à domicile. Granville qui évolue une division au-dessus du club versaillais. Cela fait une dizaine d'années qu'il n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Un mot de volleyball. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines serait en négociation avancée pour organiser une rencontre de première division Ligue A. Le match se déroulerait courant mars-avril dans la structure. Le dossier serait en phase de finalisation et pourrait concerner 2 équipes de haut du tableau. On parle de Tours et de Paris. L'officialisation devrait intervenir courant janvier. Et maintenant, on sort des frontières yvelinoises pour notre rubrique en Île-de-France.
C'était un chantier de longue haleine. Après 4 années de travaux, le prolongement de l'A16 vers l'échangeur de la Croix-Verte vient d'être mis en service. Il devrait permettre une circulation plus fluide dans la région. Les précisions de nos confrères via Grand Paris. Enfin, le prolongement de l'A16 vers la Francilienne est ouvert à la circulation, l'aboutissement de près de 4 ans de chantier. Désormais, le trafic devrait être plus fluide dans cette zone du département. Ce projet a permis d'éliminer un des gros points noirs de circulation en Ile-de-France, qui est le rond-point de la Croix-Verte, qui a désormais complètement disparu et permet des connexions directes en fait maintenant entre la plateforme aéroportuaire de Roissy et celle de Beauvais, et des connexions est-ouest à haut débit sans bouchon. L'A16 connectée à la Francilienne devient un axe central entre le Val d'Oise, le Grand Paris et les Hauts-de-France. Pour en arriver là, il a fallu des travaux de longue haleine débutés en 2016. Autre objectif du projet, réduire le trafic sur l'ancienne Nationale 1 qui traversait les communes de Montsou et Maffliers. Il y a eu plus de 3 km de mise aux normes de la Nationale 1 existante, donc on l'a mise aux normes autoroutières. Il y a eu une section autoroutière neuve sur un peu plus de 3 km également, et il y a eu surtout le grand réaménagement de la Croix-Verte, de la connexion de l'A16 avec la Francilienne. Le réaménagement de la Croix-Verte était une étape clé du chantier. La suppression du giratoire a causé de nombreuses fermetures de routes. Aujourd'hui, les usagers peuvent souffler, mais de derniers ajustements restent à faire. L'A16 doit encore être reliée à la départementale 301 en direction de Paris, et la liaison entre les 8 ronds-points de l'échangeur de la Croix-Verte doit être achevée. Fin des travaux prévus en février 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sur TV78.